à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, cette semaine, ça a été une semaine assez riche en lecture variée. Et en lecture variée. Et j'avoue que sur le dernier roman que je vais vous présenter, je suis extrêmement embêtée car je ne sais pas du tout comment vous en parler pour que vous le lisiez. Vous comprendrez peut-être à la fin de la vidéo. Alors, je vais commencer par La colonie perdue d'A.G. Riddle, publié aux éditions Bragelonne. C'est le 3e tome de la saga Winterworld. J'ai enfin terminé cette saga de science-fiction. Ça fait 3 semaines que je vous en parle dans les Catulu. Je vais pas revenir sur le comment du pourquoi. Dans ce 3e tome, on retrouve bien évidemment James et Emma dans une dernière aventure. Ils se retrouvent sur une nouvelle planète qui devait être la terre de tous les espoirs, qui devait être leur dernier port d'attache pour les survivants de l'humanité et reconstruire une nouvelle vie. Sauf que cette terre est loin d'être aussi hospitalière qu'il n'y paraissait. Il va se passer énormément de choses dans la première partie de ce roman, de ce 3e volume. Une action haletante, parce que franchement, moi j'étais vraiment en apnée, j'avais vraiment peur pour les personnages, je ne savais pas du tout s'ils allaient s'en sortir. Et puis, bon, l'action se passe, et arrive la 2e partie du roman. Et là, comment vous dire que je suis un tout petit peu tombée des nues. Je suis tombée de ma chaise, métaphoriquement parlant, et en poursuivant ma lecture, j'ai fait « mais what ?» Quoi? Mais comment? Mais pourquoi? Ah, mais je m'attendais tellement pas à ce retournement de situation. Pendant 3 tomes, l'auteur nous a baladés et il nous révèle dans ce 3e tome la clé qui permet de tout comprendre. Et là, j'avoue que il m'a eu dans les grandes largeurs. J'ai rien vu venir. C'est très fort ce qu'il a fait. C'est incroyable. Et franchement, j'ai été sur le cul. Et ça me renforce dans l'idée que c'est une excellente saga de science-fiction. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de lire quelque chose comme ça, quelque chose qui te cueille, qui te prend, qui te secoue dans tous les sens comme un shaker et qui te repose complètement pantelant et tu te dis « Wow, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» J'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver en mode essorage, 1500 tours. Est-ce que vous imaginez un petit peu? Et là, on ressort de la lecture, je dis « Waouh !» Ah oui, quand même. Il m'a bien eu. Et c'est une excellente saga de science-fiction. C'est, voilà. Si vous voulez débuter, je le dis, ça fait quand même 3 semaines que je le dis, mais si vous voulez débuter la science-fiction par quelque chose d'abordable, que vous voulez pas des trucs trop compliqués, des termes trop compliqués, et ben franchement, Winterworld, c'est une saga de science-fiction par laquelle vous pouvez débuter la science-fiction de manière tout à fait simple, tout à fait posée. Et franchement, là, ce 3e tome, il m'a époustouflé, il m'a renversé, il m'a complètement estomaqué. Et franchement, j'ai refermé le bouquin et je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je lis, c'est ça que je veux lire, je veux être surprise comme ça tout le temps. Bon, malheureusement ou heureusement, c'est pas tout le temps, mais alors quand ça arrive, ça fait énormément de bien. Ensuite, j'ai lu Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La Malédiction de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. J'aime beaucoup ce que fait l'autrice Cassandra O'Donnell depuis de nombreuses années. J'ai lu d'elle, voyons voir, Le Collège Maléfique,
où je suis à jour. Oui, je suis à jour. La légende des quatre, hein, dont j'ai terminé complètement la saga. Et ici, les jumeaux Croche-Mort, c'est sa nouvelle saga jeunesse. Ici, on est dans un terrain un petit peu... Alors, c'est pas de la fantaisie, mais c'est un petit peu de l'horrifique. Alors, ça reste de la jeunesse, hein, quand même. Hein, on est au début du roman, on fait la rencontre de Auriel. Voilà, Auriel et Silence Croche-Mort. Ils sont jumeaux. Ils ont, oui, 14-15 ans à peu près au début du roman. Ils sont orphelins, leur maman est décédée et du coup, ils ont été placés en famille d'accueil. Et voilà, ils ont une scolarité, somme toute, normale. Silence, elle est, voilà, a très très peu d'amis. Et voilà, les gens ont un peu de recul vis-à-vis d'elle. On sent qu'elle a quelque chose de spécial. Il lui est arrivé en plus de ça quelque chose dans son passé qui fait qu'elle est comme ça à l'heure actuelle. Et voilà, les bases sont posées comme ça dès le début du roman. Et un jour, les services sociaux débarquent dans la famille d'accueil et leur annoncent qu'ils ont des grands-parents paternels qui ont fait les démarches nécessaires pour obtenir leur garde et ils doivent faire leur bagage tout à fait cessante pour aller vivre chez ces grands-parents dont ils n'ont absolument jamais entendu parler. Ils se manifestent comme ça sans tambour ni trompette et en plus de ça donnent l'ordre directement de venir vivre dans le manoir familial. Donc, comme ils n'ont pas le choix, Silence et Auriel font leur bagage et disent au revoir aux gens qui les ont élevés pendant une bonne année, je crois. Et ils partent vivre dans le manoir Croche-Mort, dans la ville de Whispertown. Et ils vont quand ils arrivent, la ville est étonnamment calme. Il y a très très peu de voitures, très très peu d'autobus, très très peu de taxis. Les gens se déplacent à pied, voire en vélo. Mais voilà, c'est pas fifou. Et très vite, ils comprennent que les gens se barricadent grosso plein d'eau vers 17 h. Toutes les boutiques ferment et les gens se précipitent chez eux, se barricadent chez eux, car la nuit, il se passe des choses bizarres. Et il ne faut pas traîner dans les rues la nuit si on ne veut pas qu'il nous arrive des bricoles. Ils arrivent au manoir familial et là, ils vont faire la connaissance de leur grand-père et de leur grand-mère qui font quand même passer la famille Addams pour les tuches, à mon sens. Hein. Ils sont glaçants, ils ne sont absolument pas accueillants, ils sont froids. Bref, c'est pas voilà, c'est pas l'auberge espagnole hein, quand même, hein, cette maison. Ils sont scolarisés à l'Institut Croche-Mort, donc on se rend quand même rapidement compte que la famille Croche-Mort exerce, et notamment le grand-père, exerce une influence énorme sur cette ville. Et donc va débuter, très vite ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses pas nettes à la fois dans la ville et à la fois au manoir. Et les gens ont une réaction absolument épidermique face à Silence. C'est encore pire qu'avant et elle ne comprend pas pourquoi. Et au fur et à mesure du récit, on va s'apercevoir que Silence, eh ben, elle est pas comme tout le monde. Et ça, bon, on avait rapidement compris quand même au début, mais il y a quelque chose d'encore plus profond là-dedans. Et Cassandra O'Donnell tisse son intrigue autour de ce personnage. J'ai adoré ce premier tome, je l'ai bouffé en une journée et demie, parce que je bossais hein, quand même, parce que je ne suis pas payée à lire, malheureusement, voilà, j'aimerais bien, mais non, mais malheureusement non. J'ai adoré, alors je trouve quand même qu'il y a des scènes un peu violentes pour un roman jeunesse. Alors après, je pense que un lectorat 14, peut-être un peu jeune, 15, 16 ans pour lire ça, oui, 14-15 ans, mais pas en dessous, hein, pas en dessous de 14 ans, ça c'est sûr, parce qu'il y a quand même des scènes qui je trouve
très explicite. On n'en dit pas trop, mais c'est, pour moi, c'est... l'autrice a quand même choisi ses mots pour pas en dire trop. Mais avec ce qu'elle en dit, on sait que c'est horrible. Voilà. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 sort le 12 juin, soit dans 2 jours. Dès que je peux, je me le procure parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vraiment hâte de savoir la suite de cette saga. Vous allez me dire, encore une autre saga que tu commences. Oui, mais bon, j'en ai quand même fini une avec le, avec le livre précédent. Un jour quand même... c'est un jour le courage me prend. Il faudra que je vous tourne une vidéo sur mes sagas en cours. Mais franchement, le chantier me fait extrêmement peur parce que j'en ai énormément qui sont en cours. Et dans tout genre confondu. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Si vraiment il y a une grosse attente là-dessus, je prendrai mon courage à deux mains et je la ferai. Mais franchement, ça va être un très gros... Si je la fais, ça va être un très gros chantier. Mais en tout cas... pour vous ou pour vos ados, si vous voulez une lecture, alors une lecture bien horrifique, si vous voulez vous réserver cette lecture pour Halloween, allez-y. Ensuite, en audio, j'ai lu Tu n'auras pas peur de Michel Moati, publié aux éditions Hervé Chopin. Je vous mettrai la petite vignette ici. J'ai écouté ce service presse numérique grâce à NetGalley. Le roman commence avec la découverte d'un corps suspendu sur un siège d'avion, un bras à moitié gelé, et très vite, on se rend compte que cette mort, très spectaculaire, n'est pas sans rappeler la mort d'Otis Redding, le chanteur donc, qui est décédé dans un accident d'avion, que je ne le savais pas d'ailleurs, je l'ai appris dans ce roman. Le chanteur est décédé dans un accident d'avion, il a été retrouvé dans la même position et dans les mêmes circonstances de mort, si on peut dire ainsi, que le cadavre retrouvé dans ce quartier de Londres. Alors très vite, les policiers mènent l'enquête et cette affaire titille la curiosité de 2 journalistes. Lynn, qui est une journaliste qui travaille pour un journal électronique, un journal numérique, qui est très en l'air du temps, mais on sent que son métier la bouffe de l'intérieur. Elle est à la limite du burn-out, franchement. Elle mène une vie un petit peu dissolue, elle boit beaucoup, elle dort très peu, elle bouffe mal. Enfin bref, rien ne va dans sa vie. Mais elle est toujours à l'affût de la bonne histoire. Elle est vraiment une journaliste dans l'âme, dans le corps, car elle veut quand même donner l'information vraiment à la population. Et on a Trevor qui lui est un journaliste de la vieille époque, hein, de vieille école, de journaliste papier, pur jus. Et tous les deux, ils s'apprécient vraiment beaucoup et cette affaire va les titiller. Et ils vont commencer à mener leur propre enquête de leur côté en marge de l'enquête policière. Très vite, il va y avoir un deuxième cadavre qui va être découvert, qui va relancer la machine à la fois policière et à la fois journalistique. Et donc, on va suivre à la fois l'enquête des policiers et l'enquête de nos 2 journalistes. Alors, ce livre n'a pas été un coup de cœur. Alors, le livre a été très long. À lire et à écouter. Toute l'histoire met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, pas spécifiquement l'enquête, mais vraiment, l'auteur s'est attaché à la personnalité et à la façon de travailler des 2 journalistes. On a vraiment une cartographie une cartographie, ou plutôt, oui, il a voulu passer le journalisme à une radio, comme vous passez une radio quand vous faites une entorse, par exemple. Là, il a vraiment passé le journalisme actuel sous radioscopie. Et toute la première partie du roman, c'est ça, c'est la radioscopie du journalisme actuel. Sur tout ce qu'il faut faire pour avoir le scoop en premier, les médias dits classiques, papier, radio,
journaux télévisés, et ce qu'on appelle les médias consommables, les chaînes d'infos en continu, tous les blogs, les chaînes YouTube, les chaînes TikTok qui se développent et qui balancent comme ça des informations à 90% des cas non vérifiées, mais qui veulent, mais qui sont livrées comme ça en pâture, tout simplement pour faire le buzz. On a toute cette cartographie de médias plus ou moins valables, j'ai envie de dire. Et la deuxième partie du roman, on est vraiment dans la traque du meurtrier. Et on est parti sur un fait divers qui, moi, m'a parlé parce que je connaissais ce fait divers. J'avais fait à l'université, j'avais fait un mémoire dessus. Cette affaire m'avait passionnée, mais elle était d'une glauquitude, mon Dieu. Elle était d'une glauquitude, c'était affreux. C'était vraiment une catastrophe. Bref. Mais voilà, Michel Moati, il a vraiment expliqué ce qu'il avait voulu faire dans ce roman, dans la note de fin de roman. Mais voilà, alors, le roman est pas inintéressant. Il y a des très très bonnes choses. Il y a des très très bonnes ficelles, des très très bons trucs. Franchement, j'ai vraiment l'impression de dire de la merde des fois. Oh là là. Mais pourquoi vous me suivez, franchement? Bref, il y a très très bonnes choses, mais je trouve que le roman a souffert de ses longueurs. Il y a certaines choses sur lesquelles l'auteur s'est appesanti, où on aurait pu vraiment, bon, il aurait pu en parler, il aurait pu le souligner, mais sans vraiment s'appesantir là-dessus. Ce qui a à mon sens complètement desservi l'intrigue. On aurait largement pu faire des coupes dans ce qui a été fait, notamment sur la première partie, pour vraiment s'attacher à la traque du tueur. Alors, je regrette absolument pas mon écoute. Il y a de très très bonnes choses. Michel Moati, il a vraiment un style, un style percutant. Alors, c'est peut-être pas le meilleur de ses romans. Peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur. J'ai peut-être pas lu le meilleur, mais il y avait quand même des bonnes choses. Donc, je ressors quelque peu mitigée de cette lecture. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez lu ou écouté ce roman, à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, moi, voilà, je ressors un petit peu mitigée de ce roman. Alors, enfin, je vais vous parler du roman que j'ai lu et dont je ne sais toujours pas comment je vais vous parler pour vous donner envie de lire ce roman à ma petite échelle et à mon petit niveau. Vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, vous le savez, je ne fais pas de montage sur mes vidéos. Je filme, je la mets sur l'ordinateur, je mets le générique de début, le générique de fin, je crée la miniature et paf, je la mets sur YouTube. Il faut savoir que si je ne fais pas de montage, c'est parce que je ne veux pas m'écouter parler des livres à chaud. Enfin, tout de suite après avoir enregistré la vidéo, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, si je faisais du montage, eh ben vous n'auriez probablement jamais eu de vidéo sur la chaîne Totalie Brune, parce qu'à chaque fois, sur le peu de montage, si on peut appeler ça du montage, que je fais pour mettre en ligne mes vidéos, je trouve que je raconte, que je ne rends pas hommage, assez hommage aux livres que j'ai lus, surtout quand j'ai eu des coups de cœur. Je trouve que je trouve pas les mots justes. J'arrive pas à mon sens. Alors je dis peut-être des conneries, hein, mais je trouve que quand c'est comme ça, je trouve que je souffre du syndrome de l'imposteur, que je n'ai rien à faire sur que je n'ai rien à faire sur YouTube, que je n'ai rien à faire sur Instagram, que je n'ai rien à faire sur les réseaux sociaux, que je ferais pas mal de fermer mon blog et puis de continuer à lire dans mon coin, parce que je ne rends pas assez justice
aux romans que je lis, je trouve que je ne trouve pas les mots justes, les bons mots pour vous encourager à découvrir les romans que je vous présente. Et celui-ci, ça en fait grandement partie. Je ne sais pas du tout comment je vais vous en parler. Il s'agit de Contre l'espèce d'Estelle Tarot, publié aux éditions Tornada. Vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'aime beaucoup ce que propose l'autrice. À chaque fois, ça a été un coup de cœur phénoménal. Et ce roman, comment vous dire, ce roman est horrible. Il est horrible. À tout point de vue. Alors, il n'est pas horrible dans le style de l'autrice. Absolument pas. C'est le sujet que l'autrice a entrepris de traiter dans ce roman. J'avais lu des nouvelles qu'elle avait écrites sur les nouvelles technologies et sur avec ce petit côté Black Mirror qui moi, franchement, me fout les jetons. Et là, c'est du Black Mirror, mais en version plus. En version démultipliée. Dans ce roman, on est passé dans l'ère du tout numérique. Mais vraiment dans l'ère du tout numérique. Il n'y a plus de papier, plus d'archives papier. On fait tout en matière numérique. Les soins, l'éducation, les courses, la culture, tout se fait en version numérique. Il n'y a absolument plus rien qui se fait avec des gens. Tout se fait de manière robotisée, de manière numérique. Et cerise sur gâteau, tous ont une puce implantée sous la peau avec toutes les informations personnelles de la personne réunies dans une puce. Vous avez votre dossier médical, vous avez tous vos comptes en banque, vous avez tous vos favoris, enfin tout ce qui concerne votre vie dans une puce qui est régulièrement mis à jour avec des petits boîtiers, avec des gens qui travaillent pour les plateformes, pour ces plateformes numériques et qui remettent à jour périodiquement votre puce. Les gens sont classés selon les gens passent des tests, ils sont classés selon le score qu'ils obtiennent à ces fameux tests. Si le score est trop bas, eh ben vous n'intéressez pas la société. Vous êtes parqués dans des centres. Les enfants sont parqués dans des centres éducatifs où ils sont laissés là. Voilà, c'est des sortes d'internats où les parents peuvent venir les chercher à la fin de la semaine pour passer le week-end et les vacances. Et bien souvent, une fois sur deux, les enfants sont laissés là-bas. Si vous avez un score élevé, eh ben, vous avez l'autorisation de travailler dans les hypercentres. Vous avez une vie relativement aisée par rapport à ceux qui ont un score assez bas. Et voilà, l'autrice plante le décor comme ça dans la première partie et on voit émerger plusieurs personnages. On a John qui est un ancien flic qui gagne sa vie en tant que recycleur. Parce que comme voilà, tout est au tout numérique, et ben, tout ce qui reste de l'ancien monde, toutes les constructions, les habitations, tout est recyclé. Ça permet aux gens, du coup, de revendre ce qu'ils peuvent trouver et assurer leur subsistance. Leur permis de recycler est renouvelé périodiquement. Sauf que John, il se doute bien que ça n'aura qu'un temps, parce qu'une fois que tout aura été recyclé, que vont devenir les recycleurs? Ça, voilà, ça le questionne, ça l'interroge, ça lui fait peur. Et voilà, on apprend à le connaître. On rencontre aussi Rosa et Willy. Rosa, elle est une assistante domestique d'un couple qui a un score assez élevé, qui travaille dans un hypercentre. Et la plupart des gens ont un assistant domestique robotisé. Mais voilà, eux, ils ont choisi Rosa parce que Rosa, elle a un score assez faible. Et puis, bon,
ils ont préféré avoir une assistante domestique humaine qui permet de déplacer les choses dans la maison. Voilà, quand les courses sont livrées, elle range les courses dans le frigo qui est connecté, frigo qui détermine les menus, avec le four connecté, avec la gazinière connectée. Voilà, les gens ne s'occupent absolument de rien. La domotique s'occupe de tout. Et voilà, le couple a 2 enfants. Un enfant qui a un scoring élevé et un enfant qui a un scoring inférieur à 5. Et cet enfant, il est placé dans un centre éducatif. Et c'est Rosa qui vient le chercher tous les week-ends. Rosa, pour cet enfant, pour Willy, elle fait office de maman. Elle a apporté plus de soutien et d'amour et s'occupe plus de cet enfant que sa propre mère. Et pour Willy, Rosa, c'est sa mère. Et un jour, la famille annonce à Rosa qu'ils partent s'installer dans l'hypercentre de New York et que forcément, ils emmènent le premier petit garçon et que Rosa fait partie du voyage. Mais Willy, lui, va rester au centre éducatif et ça, c'est impensable pour Rosa. Donc, elle va commettre l'impensable, elle va s'enfuir avec Willy et elle va s'enfuir sur les routes et elle va vivre, pas mal d'aventures. Et on rencontre également Ousmane en Afrique qui est soigneur. Il est soigneur dans son petit village d'Afrique. Il essaye d'apporter un peu de sagesse et un peu de soin dans son village. Et il s'occupe d'une petite fille qui est aveugle, qui s'appelle Fouti. Et elle, Fouti, elle est cachée par Ousmane car elle a été détectée scoring 10. Et les scoring 10 sont extrêmement rares. Elle est d'une intelligence énorme. Elle a du potentiel. Elle a beaucoup de choses à... Donc, je reprends où est-ce que j'en étais avant d'avoir été coupée par mon téléphone parce que j'avais plus de mémoire, tout simplement. Donc voilà, on a tous ces personnages. On a donc Ousmane qui protège Fouti parce qu'elle a vraiment un potentiel. Et on déroule le fil de l'action et on va se rendre compte que les dirigeants des différentes plateformes ont un plan qu'ils vont mettre à exécution. Ils vont décider de couper le réseau pour tout le monde. Ce qui fait que absolument plus rien ne fonctionne. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent plus comment vivre parce qu'ils étaient assistés par le numérique. Ils n'ont absolument plus accès à rien, ni à la nourriture, ni à leur compte en banque, ni à leurs infos personnelles. Ils sont livrés à eux-mêmes, ce qui va déclencher un chaos indéfinissable. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. L'horreur ne s'arrête pas là parce qu'on va assister à des scènes absolument dégueulasses de tueries de masse, de gens qui se prennent pour des dictateurs et des despotes qui vont imposer leurs lois en faisant peur aux gens, en leur faisant croire que s'ils ne les suivent pas, ils vont crever et que s'ils vont à l'encontre de ce qu'ils décident, ils vont de toute façon crever. Ça va être une vie de peur, une vie d'angoisse, à l'instar de ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. On assiste à des scènes d'horreur, mais absolument phénoménales. J'ai jamais lu ça dans autant de scènes de tuerie, autant de scènes où les gens se mettent à mort, où les gens pètent les plombs. C'est le concentré de tout ce que l'homme peut faire de dégueulasse à l'homme. Les hommes agissent contre l'espèce. Et là, franchement, le titre du roman, il s'explique parfaitement. Et on va retrouver nos personnages qui vont essayer, tant bien que mal, de survivre dans ce marasme, dans ce nouvel ordre qu'une poignée de personnes vont essayer d'établir pour avoir l'homme
l'homme idéal, l'homme suprême, la version 3.0 de l'homme. Non, oh là, c'est... moi, franchement, les nouvelles technologies, la mainmise des réseaux sociaux, la mainmise des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne, et on voit de plus en plus de choses qui arrivent, de choses qui sont présentées comme un progrès, mais qui peu à peu grignotent notre libre arbitre, notre subconscient, notre indépendance, tout simplement. On se laisse vivre tout simplement pour, soi-disant, être tranquille, pour être libéré d'une charge, d'une charge mentale, mais on devient asservi, franchement. Et moi déjà, par moments quand je regarde Black Mirror, j'ai la trouille. J'ai très peu d'applications sur mon téléphone parce que j'ai pas envie d'en avoir trop. J'ai vraiment l'essentiel des applications. Quand je vais sur des sites, j'ai pris l'habitude de refuser ce qu'ils appellent les cookies, parce que c'est des informations qui sont enregistrées et dont on est abreuvé par la suite pour nous faire consommer, nous faire acheter et puis nous fliquer tout simplement. Et là, Estelle Tarot, elle exacerbe vraiment toutes les peurs de ces nouvelles technologies et de ce que les humains, d'une poignée d'humains, peut en faire pour provoquer une apocalypse. J'essaye de trouver les mots pour vous convaincre de lire ce roman. Là, Estelle Tarot, elle nous a fait quelque chose d'énorme. C'est ça va bousculer franchement, ce livre va bousculer les consciences. C'est un livre, c'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation, mais c'est pas vraiment de l'anticipation. Pour moi, c'est pas vraiment de l'anticipation, c'est une alarme sur ce qui peut potentiellement nous tomber sur le coin du museau dans quelques années si on ne met pas de garde-fou à ces nouvelles technologies. Parce que, bon, j'espère vraiment qu'on n'arrivera pas jusqu'à ce que l'autrice décrit dans ce roman, hein, les tueries de masse et compagnie. J'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là. Mais là, si on ne fait pas gaffe, la puce sous la peau, les gars, c'est demain. Hein. Ça peut nous arriver demain. Et sous couvert d'une vie meilleure, sous couvert d'une vie sans maladie, sans handicap, des personnes mal intentionnées peuvent vous conditionner et supprimer votre libre arbitre. Et c'est ce qui fait que l'être humain est humain, c'est son libre arbitre. J'ai vu des scènes dans ce roman où les hommes se comportent comme des animaux. Ils n'ont plus de libre arbitre. Voilà, c'est juste une question de survie. Le cerveau reptilien a pris le dessus. Ce sont des animaux. Et on a là-dedans aussi des personnages qui tentent de se rebeller, qui tentent de reconstruire un ordre nouveau où l'humain aura vraiment sa place. C'est un roman vraiment horrible. Horrible parce qu'il décrit sur ce qui potentiellement peut nous arriver, horrible sur ce que l'humain peut faire de plus horrible, avec le talent de conteuse d'Estelle Tarot. Je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, mais ça a été une méga claque. Je me suis pris une claque dans la gueule avec ce roman contre l'espèce. À chaque roman, je dis toujours qu'Estelle Tarot ne peut pas aller plus loin, mais alors là, elle a franchi un cap, elle a été loin, elle a été très loin pour titiller les consciences. Et franchement, je ne saurais trop que vous conseiller ce roman pour justement vous alerter également à faire attention aux nouvelles technologies, à tout ce que potentiellement on peut nous présenter comme un progrès pour les générations futures. Mais attention, si ces progrès sont vraiment utilisés et mis entre les mains de très peu de personnes, on peut arriver à ces dérives. Et un conseil, gardez votre libre arbitre. Franchement, et si je peux convaincre une ou deux personnes à ma petite échelle, parce que je sais très bien que
malheureusement, enfin, mes vidéos sont vues par peut-être une centaine de personnes. Si je peux convaincre ces 100 personnes-là de lire ce roman et de le diffuser à une très large échelle, eh ben, j'aurais gagné mon pari, j'aurais rempli ma part du contrat. J'espère vous avoir convaincu vraiment de lire ce roman. Je ne retoucherai pas à cette vidéo, je la publierai comme ça. J'espère vraiment vous avoir convaincu de lire ce roman parce qu'il vaut vraiment le détour. Et c'est des romans comme ça, des romans importants qui sont censés alerter l'opinion publique sur potentiellement ce qui peut nous arriver demain et ce qui peut arriver de pire. Alors, à nous de faire en sorte que ça n'arrive jamais. Voilà, c'est sur cette note joyeuse et pleine d'espoir que cette vidéo est à présent terminée. J'espère vous avoir convaincu de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu la semaine passée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures. Et la vidéo sur l'été en série arrivera vendredi. Voilà, donc soyez au rendez-vous et je vous souhaite une très très belle semaine à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!